Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans les pros de l'écho. Ça va être tout en première partie, les équipes de l'ADH et de la Libre Écho. On va dire bonjour d'ailleurs à Thibaut, Ariane, Antonin et Robin et nous serons rejoints tout à l'heure par Pierre-François et Anne. Mais là, nous allons commencer par le dossier de la semaine. Et pour le dossier de la semaine, donc celui, vous le savez maintenant, qui va faire la une de la Libre Écho, ce samedi, vous avez décidé de parler d'Axel Miller. Alors, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, parce que c'est une nomination politique qui pose quelques problèmes, Ariane. Oui, voilà, Axel Miller, il a été choisi par Georges-Louis Boucher, donc le président du MR, pour devenir le président de la SFPIM, qui est le Fonds souverain belge. Donc c'est le holding qui détient quelques grandes participations, Bpost, Proximus, Belfius et d'autres encore, beaucoup de participations. Et il faut savoir que Axel Miller, ces dernières années, il a été chef de cabinet de Georges-Louis Boucher. Mais il a eu une autre vie. Il a eu une vie de banquier et il a notamment dirigé le groupe Dexia, d'où est née la banque Belfius, mais au moment où Dexia est tombée en faillite. Enfin, en tout cas, était en pleine crise, c'est-à-dire entre 2006 et 2008, il a été CEO de Dexia. Bon, alors, il a dû démissionner quand l'État est venu à l'aide de toutes les banques belges. Vous savez qu'au moment de cette crise financière, les banques belges étaient au bord de la faillite et l'État belge a dû intervenir. Alors, qu'est-ce qui pose problème maintenant? Donc, Georges-Louis Boucher le remercie de ses bons services au MR et le nomme président donc, du Fonds souverain. Ce qui est tout à fait légal. Ce qui est une pratique courante. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans le dossier, c'est qu'ils sont nombreux dans tous les partis à nommer leur ancien chef de cabinet. Vous savez, Didier Reynders, il a nommé Pierre Wunsch à la Banque nationale, il a nommé Jean-Paul Servet à la Commission bancaire, qui s'appelle maintenant la FSMA. C'est une pratique courante de tous les partis. À gauche comme à droite. À gauche, exactement. Là, et les socialistes le font aussi. Alors ici, ce qui a choqué et qui a provoqué un tollé, c'est qu'évidemment, il va devoir diriger une institution qui va notamment devoir s'occuper du placement privé de Belfius. Vous savez que l'État belge, le gouvernement de Wever a décidé de vendre 20%. Donc il va devoir superviser une opération alors qu'il a dû démissionner il y a une quinzaine d'années pour la chute de Dexia. Et évidemment, ça provoque un tollé, y compris dans des partis membres du gouvernement, parce qu'il y a notamment le CDNV, qui est très proche du groupe coopératif Arco, qui était l'un des actionnaires de Dexia. Tous ces gens, ils ont perdu tout leur argent. Donc évidemment, ils sont choqués par cette... Symboliquement, ils se disent, mais on fait revenir quelqu'un qui... Alors... C'est une des questions que je pose. Est-ce qu'il est le seul responsable de la chute de Dexia? Non, évidemment. Il y a eu c'était une crise financière pleine d'institutions. Toutes les institutions ont été mises à mal, en tout cas en Belgique. Mais quand vous êtes CEO, c'est-à-dire grand patron, vous portez une responsabilité. Il n'y a rien à faire. Vous avez un gros salaire, il faut pouvoir, je dirais, le justifier jusqu'à la fin. Le capitaine d'un bateau, quoi. Voilà, donc ça, c'est une des raisons alors, qui provoque le tollé, y compris au sein du gouvernement. Donc, si vous voulez, Georges-Louis Boucher, il impose, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas désiré, si je puis dire, par surtout les ministres flamands. Du côté francophone, on a moins entendu. Donc, moi, je vais expliquer un peu quelles sont les pratiques de ce genre de désignation. Et c'est courant de reprendre un proche qui a servi et tout ça. Mais ici, il y a un problème, si vous voulez... Je ne vais pas dire de conflit d'intérêts, mais presque de crédibilité, quoi. Vous voyez, c'est ça que je vais expliquer aussi. Et je parle de ce holding aussi, qui en fait l'objet de beaucoup de critiques. Parce que ce holding, évidemment, on y a logé toutes les participations, je l'ai dit, Bpost, Proximus, Belfius, mais il compte presque 200 participations. Et beaucoup de gens disent c'est un brol. C'est un ensemble de brols. Excusez-moi l'expression, mais c'est quelqu'un, parce que je vous vois sourire, mais c'est quelqu'un... C'est bizarre de vous entendre dire brol. Donc, je cite quelqu'un qui connaît très bien le dossier et qui a employé ce terme-là. On veut les noms. Et voilà. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est important de pouvoir nommer
quelqu'un qui a vraiment qui a des compétences. Alors je ne dis pas, il avait été élu manager de l'année en 2006. Oui, ben voilà, c'était avant la chute de Dexia. Voilà. Maintenant, personne ne conteste l'intelligence d'Axel Miller. Hein. C'est quelqu'un de brillamment intelligent, mais le symbole est compliqué. Le symbole n'est pas bon. Et si vous voulez, et il faut savoir aussi, c'est qu'il va remplacer Laurence Bovy, qui a été l'ancienne chef de cabinet de Laurette Ankelings. Donc tout ça, c'est voilà. Donc Parti socialiste, tout ça, ce sont vraiment des pratiques malheureusement courantes. Et alors, ce que le dossier évoque aussi, c'est qu'au fond, ce fonds souverain qui pèse quand même 10 milliards, est-ce qu'il ne pourrait pas être mieux géré ? C'est ça la question. Est-ce qu'il ne pourrait pas être mieux géré ? Est-ce que, vous savez, à Singapour, ils ont aussi des fonds souverains, en Norvège, et ils ont des rendements genre 5-6%. Chez nous, quand il y a la présentation de ce holding, on ne sait pas très bien quel est le rendement, quelle part si, ils disent évidemment le dividende qui va à l'État belge, mais il y a beaucoup de gens qui me disent ça pourrait être amélioré. Et je pense qu'Axel Miller est le premier à le penser. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'habitude de diriger. Donc, s'il faut quelqu'un qui peut secouer le cocotier, si je puis m'exprimer ainsi, c'est vrai qu'il connaît ce genre de choses. Mais en attendant, il a quand même ce problème de se passer chez Dexia. La pratique, je ne sais pas si on peut intervenir. Oui, bien sûr, allez-y. Comme vous le résumez bien, la pratique n'est pas illégale, mais le problème pour Georges Boucher, et même des gens pro-MR et même pro-Boucher le disent en coulisses, que là, il se tire un peu une balle dans le pied, puisqu'il dit que le PS faisait comme lui avant et on ne leur retombait pas dessus. C'est pas tout à fait vrai, ça fait un peu encore une position victimaire, et le problème là, c'est que ça fait un peu copinage. Pour rappel, il y a une enquête de Bruce qui montrait, c'était Bruce ou non, Médor, qui montrait que Axel Miller avait aussi financé les Francs-Borins, le club de football de Georges Duboucher. C'est une caution. Il apporte une caution, mais je n'ai pas la confirmation de l'information. Et Georges Duboucher trouve ça infamant qu'on lui rappelle ce lien-là. Je suis désolé, je vais reprendre les mots d'une consoeur, Béatrice Delvaux, qui le disait sur La Première cette semaine. Il n'y a pas de question infamante quand il y a des nominations qui ont une importance si forte. Il faut pouvoir mettre à plat tout le dossier, les liens financiers, les liens personnels. Alors Axel Miller, on sait qu'il est fidèle à Georges Duboucher depuis de nombreuses années, il en récolte les bénéfices, mais ça peut poser problème, et ça Georges Duboucher, il peut le comprendre, il aurait lui-même flingué un socialiste qui aurait fait la même chose, il peut comprendre qu'on lui pose les questions, et c'est pour ça qu'il faut peut-être un cabinet de recrutement, comme ça a été le cas pour Proximus, mais que Georges Duboucher lui-même n'a pas voulu suivre pour un autre administrateur, mais on va pas ouvrir ce dossier-là. Mais donc voilà, il fait c'est un peu le fait du roi, et il choisit, il veut des personnages connus, des figures un peu emblématiques, symboliques, mais là, le symbole, malheureusement, mais est moi, quand même qui me frappe, assez c'est difficile. que le nom d'Axel Miller, il circule depuis longtemps. D'autant plus que il pourrait être lui-même victime de ça. Bien sûr. Pour connaître un petit peu le personnage, c'est pas ça qui lui fait peur. D'accord. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine assurance. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que il y a quelques mois déjà, donc j'ai écrit Axel Miller, non cité, etc., et qui fait pas l'unanimité à l'Arizona. Bon, je crois que Georges-Louis Boucher, il le savait. Il passe outre. Et c'est ça qui est un peu étonnant aussi. Je dirais qu'il s'abîme en faisant ça. Les électeurs, il y a une perte de confiance du maire, ça donc se voit, il savait très bien qu'il allait avoir une levée de bouclier. Arco, c'est un sujet hyper sensible. Il y avait 800 000 coopérateurs d'Arco, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dont toute grande majorité en Flandre. C'est un sujet hyper sensible en Flandre. Ils ont perdu tout leur argent. Et comment est-ce qu'il... Je dirais... Donc, ça montre quand même qu'il reste complètement sourd à ce genre de critique. Et maintenant, il va le payer, comme disait Antonin, je ne suis pas sûre que cette nomination ne va pas lui jouer des tours, que ça va pas être défavorable. Donc voilà, parce que de nouveau, comme je l'ai dit au début, c'est une pratique courante. Et d'ailleurs, vous savez que le patron, le CEO du Fonds souverain, c'est un ancien chef cabinet de Renders. Donc vous savez, Laurence Bovy, ancienne chef cap de Laurette Ankelings. Donc on pourrait remettre aussi en question tout ça. Rien de neuf sous le soleil, sauf qu'ici, on est dans ce contexte très particulier de Dexia et Belfius qui pose problème. Et ça jase chez Belfius, d'ailleurs. Il fallait peut-être arracher le pansement vite, peut-être que finalement... peut-être. Et donc, on a plus ou moins toutes les réponses dans votre dossier. On va pas tout teaser. Je vous invite. Non, il y a encore d'autres éléments que je n'ai pas dit, il faut maintenir le suspense. Très bien, merci beaucoup. Très intéressant, en tout cas, comme d'habitude, évidemment, avec vous. Allez, c'est parti pour les rois de la conso.
Thibaut, on va parler des colis aujourd'hui avec vous, et pas n'importe lesquels. Non, on va parler du dernier rapport du service de médiation du secteur postal. Donc ça comprend des colis, ça comprend aussi du courrier. Mais bon, spoiler, on va pas trop parler du courrier étant donné que on n'envoie pratiquement plus de lettres, aussi bien des courriers officiels que des courriers privés. On me disait hier chez Bipost qu'il y a encore eu 10% de baisse ces derniers mois par rapport à l'année précédente. Donc concentrons-nous sur les colis. Donc on se concentre sur les colis et c'est là que les chiffres sont les plus intéressants. En 2025, il y a eu 4390 demandes de médiation auprès de ce fameux service de médiation. C'est 14% de plus que l'année passée. Et on parle bien des demandes de médiation. Donc, c'est-à-dire que ce sont des consommateurs qui ont fait la démarche de contacter le service de médiation. On ne parle pas de tous ceux qui ont eu un problème qui n'a pas forcément été réglé et qui n'ont pas toujours connaissance du service de médiation. Là, les chiffres seraient certainement beaucoup plus élevés. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'après contact avec le service de médiation, 87% des dossiers ont pu trouver une solution à l'amiable. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais alors, c'est quoi le problème à la base ? Alors, le gros problème, comme j'ai dit, ce sont les colis. C'est vraiment l'écrasante majorité des plaintes. Et en fait, le gros problème qu'on retrouve dans vraiment pratiquement tous les cas, c'est le vendeur qui rejette la faute sur le livreur et inversement. C'est-à-dire que quand le colis arrive en retard, arrive endommagé ou n'arrive tout simplement pas, eh bien on ne sait pas toujours exactement quoi faire. Et quand on s'adresse à ces deux acteurs-là, eh bien chacun dit c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis on ne trouve pas de solution. Et c'est ça le plus gros problème aujourd'hui, surtout au niveau de la législation. Et donc, comme d'habitude, vous arrivez avec votre casquette des bons plans. Évidemment. Quel conseil, justement, on peut donner à ce niveau-là ? Alors, comme j'ai dit, on ne sait pas toujours à qui s'adresser. On doit toujours s'adresser au vendeur. Même si on sait dès le début que c'est le livreur qui a eu un problème, c'est le vendeur qui, finalement, a la main mise, en tout cas pour enclencher le dossier. Donc, première chose, on contacte le vendeur. Deuxième chose, c'est essayer de garder toutes les traces, toutes les preuves, notamment les factures, tous les mails qu'on reçoit en disant votre colis a bien été commandé, votre commande a été validée, votre commande a été envoyée. Et puis ce qu'on peut faire aussi, quand on reçoit un lien justement du livreur, des sociétés de livraison, c'est des liens qui ne sont pas indéfinis dans le temps. Et donc, il faut pouvoir faire parfois des captures d'écran, parce qu'on reçoit différentes étapes. Et si c'est un livreur qu'on ne connaît pas bien ou un vendeur qu'on ne connaît pas bien, eh bien ça peut être intéressant à chaque étape de faire une petite capture d'écran et de savoir finalement toute l'évolution du trajet du colis pour savoir où est-ce qu'il a été perdu. Où est-ce qu'il était en tout cas en dernier lieu. Parce que si on ne le fait pas, le lien on va aller cliquer dessus une semaine plus tard, il n'est plus valide ou ça reste bloqué à un certain endroit, mais on ne sait pas où il était avant, etc. Donc là ça peut permettre de garder des preuves. On fait ça à chaque fois qu'on doit recevoir un colis ? Alors le conseil c'est surtout si on ne connaît pas bien le vendeur ou si on ne connaît pas bien la société de livraison qui prend en charge le colis. Maintenant oui, idéalement il faudrait le faire pour tout. Moi personnellement c'est vrai que je ne le fais pas. Oh là là. Peut-être Tu donnes des conseils que tu ne suis pas. C'est ça. Mais oui, Vous avez vu ça ? Je note. Personne n'est parfait. Et donc, et aussi, si on reçoit un colis qui est endommagé, là, c'est prendre des photos. Que ce soit du paquet, si on se rend compte que le paquet est déjà un petit peu abîmé, prendre une photo, pas l'ouvrir complètement et puis constater, parce qu'on pourrait dire c'est vous qui avez cassé l'objet, c'est vous qui avez laissé tomber. Donc là, ça peut aussi être des choses intéressantes. Et les sociétés de livraison aussi se protègent de plus en plus en prenant des photos des paquets quand ils les livrent, même quand vous l'avez en main. C'est aussi pour dire nous, c'est arrivé à bon port, on va pas nous embêter derrière, parce que évidemment, du côté des consommateurs, il y a aussi des petits filous qui s'amusent à dire moi, j'ai pas reçu le colis pour se faire livrer une deuxième fois, mais c'est pas le débat ici. Et donc là, on parle des colis, on parle des courriers depuis tout à l'heure. Dans l'actualité, il y a cette grève, on l'a tous vu. Le courrier n'arrive pas. Il se passe quoi avec la Poste ? Oui, juste une dernière chose que j'ai oublié de préciser, c'est que le service de médiation plaide quand même pour essayer de régler ces problèmes de l'un rejette la faute sur l'autre, c'est d'avoir une responsabilité partagée sur tous les colis qui sont envoyés. Et ça permettrait de débloquer pas mal de situations, parce qu'à partir du moment où la responsabilité est partagée, c'est dans l'intérêt du consommateur. Là, ça permet quand même d'accélérer les dossiers et pas avoir finalement une fin de non-recevoir. Et donc pour le contexte actuel, chez Bipost, il y a une grève qui a commencé en ce début de semaine. En fait, ce qui est important pour les consommateurs de savoir, c'est qu'il y a une grève et qu'on va peut-être pas recevoir son colis ou son courrier, mais plus largement, et ça touche quand même tout le monde, même si on n'est pas facteur, c'est le métier de facteur qui va changer dans les années à venir. Il a déjà pas mal changé. Aujourd'hui, un facteur livre beaucoup plus de colis que de courriers. Il y a eu les livraisons de courriers qui sont plus que sur 2 jours par semaine, hors courrier recommandé. Il y a plein de choses qui changent ces dernières années.
Maintenant, on veut toucher vraiment à ce qui fait la particularité du métier de facteur, c'est commencer très tôt le matin. C'est le facteur qu'on va passer dans la rue très tôt, finalement, à qui on pourrait même offrir un café. Ça fait très longtemps. Ça fait très On longtemps. n'est plus dans Bienvenue chez les Ch'tis où le facteur a le temps de s'arrêter boire un verre. Là, en fait, les journées vont être complètement décalées pour les facteurs qui vont rentrer dans un horaire qui va commencer à minimum 8 heures du matin, parfois même 9 ou 10 heures. Donc, évidemment, ça décale toute leur journée. C'est là que ça bloque au niveau social, parce qu'on dit, pour les vies de famille des facteurs qui ont parfois fait un choix de vie, dire moi je vais commencer très tôt ma journée, mais je peux aller chercher mes enfants à l'école, on organise des horaires avec son conjoint ou sa conjointe. Là ça change. Et pourquoi est-ce que ça change? Et là c'est aussi à cause de méthodes de consommation qu'on a tous, c'est-à-dire que sur les sites des vendeurs, on retrouve de plus en plus souvent la mention si vous achetez avant 23h, vous serez livré demain. Ça veut dire que les colis en fait sont commandés de plus en plus tard pour des livraisons de plus en plus rapprochées, ce qui fait qu'à 6h du matin dans un centre de tri, il n'y a pas encore de colis qui sont arrivés. Et donc il y a des facteurs ou des travailleurs qui sont là, qui n'ont pas assez de boulot. Et donc finalement, c'est une perte de rentabilité pour Bipost qui a besoin de ce personnel-là plus tard dans la journée. Et donc Bipost dit on est obligé de faire ça, sinon on va plus être rentable, d'autres vont le faire à notre place. Et si ça passe pas par un changement au niveau des conditions de travail, ça passera par un plan social et donc des licenciements. Donc c'est un peu la menace évidemment de la grande entreprise qui dit attention, nous on a besoin de rentabilité et on va jouer sur les conditions de travail du personnel. Du côté du personnel, on dit nous on veut bien faire un effort, mais on ne nous propose même pas de changement au niveau financier ou de contrepartie quelle qu'elle soit. Et là évidemment ça pose problème aussi. Donc la grève continue, à voir quand ça va s'arrêter. Bon, pour une fois vous n'êtes pas avec des bonnes nouvelles. Pas que des bonnes nouvelles, mais quand même des conseils. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, toujours. Oui. Pour suivre un petit peu Bipost, c'est vrai que pour eux, la baisse du courrier, c'est un vrai problème. Donc, ils doivent faire un plan de transformation. Là, je crois qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Et c'est vrai que là, on est un petit peu dans un dialogue de sourds, mais c'est inévitable, quoi. Enfin, vous savez, c'est moins 10% chaque année de lettres. Quelle est votre la dernière lettre que vous avez envoyée jeudi? C'est moi qui lui ai écrit. Voilà. non, mais c'est vrai, c'est même triste d'ailleurs. Je trouve ça. C'est la nostalgie de ce moment où on se vend comme des lettres. Oui, c'est un métier. Quand on part en vacances, par exemple. Oui, donc. C'est une transformation qui est inéluctable. Et on en est responsable, il faut. Totalement. Oui, voilà. Tout le monde, effectivement. Bon, on a dans cette émission aujourd'hui non pas un chiffre de la semaine, mais 2, et on va commencer avec le premier. Et pour le premier chiffre de la semaine, vous l'avez vu, il y en a un qui n'a pas encore parlé. C'est Robin qui est très sage depuis le début, qui attend, très discret, et bim, il arrive avec son chiffre. Et son chiffre, sont des années d'ailleurs, 50 ans. Exactement, un demi-siècle, on va dire. Mais voilà, c'est les 50 ans d'Apple, voilà, l'entreprise que tout le monde connaît maintenant, on peut le dire. Voilà, un demi-siècle, c'est aussi un petit peu l'occasion de faire un bilan de ces 50 dernières années. Il est temps de faire un petit bilan. Et alors, voilà, on va commencer d'abord par un bilan comptable. Alors Apple, là, en 2025, c'était quand même plus de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Plutôt bien, avec un peu plus de 100 milliards de bénéfices, donc bonne marge. Quand même, plutôt bien, on va dire. Voilà, et c'est aussi au niveau de la part de marché, aussi plutôt bien, avec plus ou moins 20% de part de marché dans le monde. On attend un mais. Je sens qu'il y a un mais qui va arriver à un moment donné, je sais pas. Et le mais est un carton jaune. Joli. Et oui, et le gros carton jaune, c'est l'innovation, parce que on peut dire que depuis quelques années, Apple a quand même un sacré retard concernant l'intelligence artificielle, qui est un petit peu le sujet de ces dernières années et qui le sera en tout cas dans les prochaines. Et voilà, je vous propose un bref retour en arrière, en 2011, où Apple lance du moins Siri, que vous connaissez sûrement tous. C'est cet assistant vocal où on peut parler à une machine qui vous répond. Le fameux dit Siri. Oui, voilà. En 2011, c'était quand même une folie, et je faisais partie des personnes assez impressionnées par cette technologie.
Mais voilà. Siri, comment postuler à la Libre en Belgique? Et hop, il a eu le Et hop poste. là, et ça a marché. Ça a marché. Maintenant, voilà. il donne des cartons jaunes et cartons rouges. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011 du côté d'Apple? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer cette technologie? Voilà, si je veux dire simplement, pas grand-chose. Et ça s'explique parce que, en fait, contrairement à d'autres entreprises tech, Apple ne récolte pas les données de ses utilisateurs. Donc, évidemment, c'est pas plutôt pour tout, positif. mais en tout cas pour alimenter son intelligence artificielle, donc ce qui est plutôt positif, mais qui est quand même un sacré handicap pour l'entreprise parce que du coup, l'intelligence artificielle ne s'améliore pas et il n'y a pas de personnalisation du produit. Avant, chaque année, il y avait un nouvel iPhone qui sortait, c'était une révolution. Ouais. Maintenant, on se demande ce qu'il y a de neuf, à part la hausse du prix. Donc, c'est Tim un peu Cook, symptomatique de. Tim Cook, de c'est un peu le l'ensemble. financier d'Apple, que quand la mort de Steve Jobs, c'est le directeur financier qui a repris la main, et c'est peut-être ça qui pénalise un peu Apple aujourd'hui, non? Bah ça, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Alors ça, je vous laisse là. l'être. Steve Jobs était un peu le créatif, et Tim Cook, le directeur financier qui veillait à ce qu'on fasse attention aux comptes, mais avec la disparition de Steve Jobs et Tim Cook qui reprend la barque, ben forcément le côté financier, vous l'avez dit dans les chiffres, a pris un peu plus d'ampleur, mais peut-être que l'innovation et la créativité a peut-être un peu été pénalisées. Même si on entend bien leurs arguments. Hein. Oui, ben, en attendant, en 2022, ben voilà, ChatGPT arrive et chamboule tout, voilà, explose tout sur son passage. Là, à ce moment-là, c'est un petit peu football panique pour Apple, qui décide 2 ans plus tard d'envoyer Apple Intelligence, qui est, on va dire, leur nouvelle IA qui était censée remplacer Siri. Ça n'a pas du tout marché. Oui, Il y a- vous me l'apprenez d'ailleurs. Voilà, mais d'ailleurs, peu de personnes en ont entendu parler. Et voilà, les médias spécialisés ont fait des tests et quasiment une requête sur 3 se soldait par un je ne sais pas répondre à cette question, Ah, est-ce que je super. peux vous aider autrement? Donc voilà, évidemment, déjà un premier aveu de faiblesse et ces aveux de faiblesse, ils vont un petit peu s'enchaîner parce que, voilà, Antonin l'a mentionné, il y a eu une collaboration avec ChatGPT. Comme ça, quand Siri, ou Apple Intelligence n'arrive pas à répondre, hop, on renvoie directement vers ChatGPT. Et puis ensuite, là, et c'était vraiment début d'année, nouvel aveu de faiblesse avec une collaboration à plusieurs milliards, selon le Financial Times, avec Google pour intégrer Gemini directement dans Siri. Donc voilà, c'est un petit peu... on va dire, je le répète, un gros aveu de faiblesse parce que quand Siri est sorti, tout le monde disait ça va être le tueur de Google, plus personne va faire des recherches dessus. Résultat, Google a un petit peu gagné la guerre pour l'instant. Alors, tout ça est encore assez... la guerre n'est pas terminée en tout cas, et il y a quand même des deadlines pour la suite, notamment la présentation des nouveautés d'Apple en juin 2026. Et qu'est-ce qui devrait être annoncé? Quelque chose, on va dire, d'assez intéressant, c'est-à-dire que Apple Intelligence va pouvoir intégrer toutes les IA pour pouvoir tout rassembler voilà, l'utilisateur on prend n'aura tout, qu'à quoi. choisir. Supermarché, quoi. Waouh. Oui, un petit peu supermarché. Donc, on va dire, au lieu d'essayer de rivaliser dans une IA de qualité, elle préfère dire, ok, nous, on accueille tout, et comme ça, vous sortez pas du système Apple, et vous aurez les réponses... toutes les réponses possibles. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je suis pas team Apple. Ouais. C'est un choix. C'est un choix. Quand on a un truc, on est obligé d'avoir tout. Oui, oui. Effectivement, donc c'est bien pour choper son concurrent en fait. Finalement. Oui, c'est un petit peu ça. Après, à voir si, voilà, si ça va marcher déjà, si toutes les entreprises d'intelligence artificielle vont accepter de comme ça se ça, faire accueillir par c'est ça, Apple. en mai-juin. C'est en tout cas une annonce que les analystes parlent et qui devrait être annoncée en juin. Très C'est bien, pour ça. vous suivrez le dossier. Évidemment. Vous nous parlerez de la suite du bilan d'Apple dans cette émission. Merci beaucoup Robin. On va se quitter quelques instants. Juste après la pub, on se retrouve avec Pierre-François et Anne qui nous rejoignent pour le top et flop et l'autre chiffre de la semaine. À tout de suite. De retour dans les pros de l'écho, j'accueille Pierre-François. Bonsoir Pierre-François. Bonsoir. Et j'accueille Anne. Bonsoir. Ça fait longtemps Anne, hein. Il faut revenir un peu plus souvent parce que là, oui, là ça ne va plus. Hein. Bon, allez, c'est le moment du top et flop de la semaine. Et
pour le top, Pierre-François, on parle d'Odoo. D'Odoo, donc Odoo, pas Dodoo. Oui. C'est la fameuse licorne wallonne, ces sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard. Maintenant, elle vaut, la dernière estimation, c'est près de 9 milliards d'euros, de dollars, peu importe. Et donc Odoo, qui est spécialisé dans l'édition, le développement de logiciels pour les entreprises, avait convoqué la presse jeudi matin, de manière un peu mystérieuse, parce qu'ils annonçaient le plus gros contrat de leur histoire, mais voilà, il y avait un peu, il n'était pas très clair. Donc on s'est rendu au QG de Louvain-la-Neuve de la société. Et Fabien Pincars, le patron et fondateur d'Odoo, était accompagné du patron de Partena Professionnel, qui n'est pas très connu, lui, mais qui, Partena, c'est quand même le 2e secrétariat social en Belgique, avec 2500 personnes qui y travaillent. Donc c'est quand même un poids lourd aussi de l'économie en Belgique. Et s'ils ont convoqué la presse, c'est parce qu'ils voulaient annoncer un partenariat stratégique, révolutionnaire, ont-ils expliqué. Alors, pour la petite histoire, c'est sans entrer dans les détails, ils ont annoncé en fait qu'ils sont en train de développer une plateforme intégrée pour le calcul des fiches de paye. Alors ça paraît un peu comme ça, pas très sexy, ça c'est vrai. Mais il faut savoir que le calcul des fiches de paye, ça concerne plus de 6 millions de personnes en Belgique. Un bon business. Et Partena en a près d'1 million. Mais c'est une usine à gaz, paraît-il. Toutes les directions RH des entreprises, etc., expliquent qu'en fait, pour faire le calcul des fiches de paye, il faut utiliser une multitude d'outils. C'est extrêmement complexe. Et les deux, donc Fabien Pincars et Roland Van Dessel, le patron de Partena Professionnel, ont expliqué que dans le monde, la Belgique est considérée comme le pire des pays, mais juste devant le Mexique et l'Allemagne. Ah oui. Il paraît que c'est vraiment d'une complexité incroyable. Comme toujours et donc, avec nous. Le côté un peu révolutionnaire de la plateforme intégrée qu'ils annoncent à partir de 2027, c'est le fait qu'il va vraiment avoir un système beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et simple pour les secrétariats sociaux et pour les DRH de grandes entreprises. Et donc, c'est là le côté un peu révolutionnaire de leur partenariat. Très bien. Voilà. Un vrai top. Voilà, et donc, mais j'en ai profité quand même pour poser 2-3 questions à Fabien Pincars, parce que c'est toujours, c'est toujours un plaisir de le rencontrer. C'est quand même une entreprise qui il faut le reconnaître, qui a une réussite incroyable. Et donc, aujourd'hui, ils emploient plus ou moins 7000 personnes dans le monde, et en Belgique, c'est à peu près 1500. Et je lui demandais combien il serait fin d'année, il m'a dit 10 000. On sera 10 000. Donc, ils vont, rien que sur l'année 2026, ils vont recruter 3000 personnes. Beaucoup à l'étranger, mais il y en aura aussi en Belgique. Et le chiffre d'affaires approchera les 900 millions. Et donc, en 2027, ils seront au milliard de chiffre d'affaires. Et donc, il faut se dire que cette entreprise, il a commencé dans son cote, l'histoire est connue, au début des années 2000. Et voilà, donc aujourd'hui... Et ils sont valorisés à près de 9 milliards. Donc 9 fois leur chiffre d'affaires, ce qui est un ratio qui est assez incroyable. Oui, qui est assez d'habitude, on est valorisé en fonction du bénéfice. Tout à fait. Enfin, si on regarde des sociétés comme OpenAI, là, c'est pas 9 fois, c'est 100 fois. Donc, oui, c'est vrai. Dans le monde des startups, comme vous le savez, Ariane, il y a des excès, il y a des irrationalités. Mais ici, en tout cas, dans le cas d'Odoo, on voit que ça repose quand même sur des fondamentaux qui deviennent vraiment très, très solides. Et c'est vrai que c'est très intéressant de temps en temps de le rappeler. Merci beaucoup. C'était le top. Pierre-François, un bon top cette fois-ci. Pas de flop dedans, c'était très bien. Bon, allez, on vient vers vous pour le flop. Et là, c'est un vrai flop. Là, oui, c'est quand même un vrai flop, parce qu'on va parler du salaire et des primes exceptionnelles de Ilham Kadri. Ça aurait pu être le chiffre de la semaine aussi. C'est aussi un chiffre, effectivement, puisque Ilham Kadri, CEO, alors très méritante certainement, mais qui a empoché 40,4 millions d'euros pour sa dernière année à la tête de ScienceCo, donc la filiale issue de la scission de Solvay en 2023. 40 millions, c'est quasiment 10 fois plus que la rémunération annuelle. En tout cas, c'est 10 fois plus que la rémunération annuelle du nouveau CIO, Mike Radosic, qui lui sera limité autour de 4,5 millions à peu près environ, en comptant fixe et variable. Comment est-elle fait, Ilham Kadri? C'est un peu la question, justement. Elle a très bien négocié son contrat, peut-être trop bien, et
aux dépens des actionnaires et du conseil d'administration de Solvay à l'époque de la négociation de ce contrat-là. Et on voit dans les détails, on ne va pas revenir dans les trucs techniques, mais elle a eu des petites choses qui font exploser la facture. Et rien qu'un deuxième chiffre quand même assez interpellant, en prime de rétention, donc soi-disant pour la garder au sein de l'entreprise, elle a touché 4 millions en 2025 et un autre 4 millions pour 2026. Alors qu'elle est partie le 1er janvier 2026. Donc, est-ce que c'est une prime de rétention, une prime d'indemnité? Enfin voilà, en tout cas, elle a bien réussi son coup, elle part les poches pleines, et elle est toujours advisor, alors qu'on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, et elle a très bien gagné sa vie pour ça. Mais voilà. Antonin, je crois qu'il faut ajouter que ce qui choque, c'est que l'action, elle a perdu combien de pourcents? Tout à fait. Hein, le titre Syensqo depuis 2023 a complètement chuté. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y avait 30% de chute début mars en une semaine de temps. Donc les actionnaires, dont Solvac, le holding familial derrière, ont perdu énormément d'argent, et de voir cette rémunération exceptionnelle, ça fait grincer des dents en tout cas, effectivement. Bon, c'est un top pour elle, un flop pour les autres. C'est un top pour elle et un flop pour les actionnaires qui vont revoir ça, et l'Assemblée Générale du 5 mai sera intéressante à suivre. Très bien. Bon, c'est le moment du deuxième chiffre de la semaine. Et on vient vers vous, Anne, et là on va parler vin belge. Exactement, les chiffres du vin belge pour l'année 2025 sont sortis et tous les indicateurs sont au vert. Le vignoble dépasse pour la première fois les 1000 hectares en Belgique. Le nombre de vignerons continue à augmenter à 350 en 2025 et la production a augmenté de 25%, non pas par rapport à l'année passée qui était une année durant laquelle les conditions météo étaient très mauvaises, donc la production a vraiment chuté, mais par rapport à 2023 qui était la précédente année record. Donc elle s'établit, cette production globale, à plus de 4 millions de litres. Alors, vous allez me poser la question, où est-ce qu'il y a le plus de vignes, au nord ou au sud du pays? Donc, comment vous le savez que j'allais vous poser cette question? Elle a bu un verre de vin et maintenant elle voit tout. Elle voit tout. En fait, ce qui est amusant, c'est que donc, la surface cultivée est plus importante en Flandre, mais par contre, la production est plus importante en Wallonie. Et l'explication est assez simple, c'est-à-dire que la Wallonie et le Hainaut en tête, comme tout le monde le sait, misent fortement sur le mousseux. Or, le mousseux permet un rendement supérieur à l'hectare. On plante à peu près 2 fois plus densément au niveau mousseux. Et je dis, tout le monde le sait parce que tout le monde a entendu parler de Rufus, de Chandéol et autres marques belges qui sont bien établies maintenant. Alors, justement, au niveau des couleurs qui sont le plus produites, on retrouve d'abord le mousseux blanc, puis le vin blanc, le vin rouge, le rosé, qui a encore perdu quelques pourcents l'année passée. Au niveau des provinces, donc, on retrouve le Hainaut qui reste en tête avec près d'1 million sur les 4,3 millions de production globale. Derrière, on retrouve une autre province wallonne, Liège. Et puis, c'est le Limbourg, la Flandre occidentale et Namur. Donc, tout ça. Donc la Wallonie lève bien le verre, mais c'est positif au moins, ils sont devant. On produit, on consomme. On produit, on consomme. La dernière question, c'est de savoir ce qu'il en est pour cette année. Bon, évidemment, c'est encore très tôt dans l'année. Et la réponse tient, comme toujours, en un mot, c'est les conditions météo. Là, il y en a deux. Hein. Oui, il y en a deux, oui. La météo. Et donc, les vignerons belges se sont fait peur la semaine dernière parce qu'il y a eu quand même une nuit de gel dans la nuit de jeudi à vendredi. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura encore du gel jusqu'à la mi-mai, qui coïncide avec les seins de glace, qui sont, comme chacun sait, comme chacun sait beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc voilà, pour le moment, les vignerons croisent les doigts pour qu'il n'y ait plus de gelée d'ici la mi-mai. Donc la réponse dans quelques semaines. Et vous reviendrez pour nous en parler. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous venez rarement, mais c'est toujours pour des bonnes nouvelles. Et ça, c'est pas mal. Merci beaucoup, en tout cas. Anne, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Ça fait toujours du bien de vous entendre et d'entendre toutes vos informations croustillantes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, il y a le supplément avec Pierre. Salut! De retour dans cette séquence dédiée aux entreprises familiales avec notre experte en la matière, Raphaël Mattard. Raphaël, bonjour. Bonjour Pierre. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Jean-Louis de Cartier. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors on va parler d'un sujet quand même un petit peu sensible, une question en fait qu'on peut se poser, c'est vaut-il mieux confier le rôle de CEO à un membre de la famille ou
à un dirigeant externe? C'est une question qu'on se pose, qui peut être simple au début. Ben oui, on va le mettre, c'est quelqu'un qui doit le faire. Et puis avec l'évolution des générations, le développement, la croissance, la complexité, et parfois les crises, eh bien, c'est un sujet qui est beaucoup plus nuancé. Et on va voir quel avantage a avoir quelqu'un de la famille ou aussi à prendre quelqu'un d'externe. Alors pour en parler, c'est vrai, on le dit, c'est avec vous, Jean-Louis de Cartier. Bon, vous avez un profil particulier, assez riche en termes d'entreprise familiale, puisque vous avez à la fois, vous êtes le membre de la 4e génération d'Etex, une entreprise bien connue, et ancien président du conseil, notamment d'Etex. Vous avez eu aussi une casquette de membre de la 7e génération de Brepols, notamment référence à Cartomundi, les cartes, on voit ça, on connaît partout. Et vous avez été aussi ancien CEO ad interim de Cartomundi. Et enfin, vous êtes le fondateur de votre propre exploitation agricole. Et dans ce domaine-là, elle est dirigée aujourd'hui par vos fils. Alors, avec Raphaël, en fait, je crois que vous êtes le rêve ultime pour expliquer toutes les problématiques parce que vous les avez un petit peu touchées. Donc, on est très content de vous recevoir ici. Et pour parler justement de savoir externe ou pas. Alors, quand on se pose la question de savoir si le CEO doit rester familial, Jean-Louis, à quel moment est-ce qu'on se pose cette question-là? Mais je pense qu'on se pose cette question après, évidemment, une ou deux ou trois générations, parce qu'il est assez évident qu'un fondateur, les enfants ou les petits-enfants du fondateur sont encore, je dirais, très impliqués dans la société pardon, et doivent donc effectivement prendre ce rôle. Mais c'est à partir de, je pense, fin 3e, 4e et plus que les entreprises normalement ont grandi. Elles sont devenues beaucoup plus importantes et à ce moment-là, je pense qu'il est important de faire appel à des CEO extérieurs pour leurs compétences, pour, je dirais, un grand nombre de raisons. Alors, je sais que vous aviez dit également qu'à un moment donné, ce n'est pas une question d'ego et de savoir qui a la manette, mais de se dire on est aussi, en tant que famille, actionnaire responsable. Vous avez connu personnellement ce moment où on se pose la question ? Mais c'est-à-dire que pour Etex, la question s'est posée à la génération avant moi. Donc quand moi je suis arrivé, le problème était réglé, si je puis dire. La décision avait été prise de ne plus avoir de membres de la famille dans les comités exécutifs de la société. C'était, à mon avis, une excellente décision qu'ils ont prise à ce moment-là. Et cette décision a été respectée par les générations suivantes et est encore aujourd'hui respectée à la lettre. Donc la famille n'a aucun rôle exécutif au sein de la société Etex et les autres sociétés familiales, mais nous avons un rôle très actif au niveau du conseil d'administration, où là, effectivement, il est important d'être présent et d'être, je dirais, de pouvoir jouer son rôle d'actionnaire présent, actif, positif, et donc de traduire ça au sein du conseil d'administration. Donc on l'a vu dans les textes 4e génération, par contre on l'a compris pour ce que vous avez fondé vous-même au niveau agricole, là vous l'avez transmis à vos fils dans la logique du fait que pour l'instant c'est ça la solution qui fonctionne le mieux. Ah oui, parce que d'abord c'est une entreprise qui est beaucoup plus petite, qui est incomparablement plus petite. Et puis, bon, je ne suis pas la première génération, mais je dirais que c'est moi qui l'ai fait grandir de façon assez importante. Et donc mes fils, aujourd'hui, ont marqué leur intérêt de reprendre cette entreprise. Et ils le font très bien d'ailleurs. Et donc, je pense qu'ils sont absolument nécessaires pour la continuité et la croissance de l'exploitation agricole. Oui, absolument. Alors, Raphaël, on voit effectivement, on a vu pour Etex, qu'à un moment donné, la génération se dit ça grandit, ça devient très complexe. N'hésitons pas à aller voir sur le marché et on a remplacé par un CEO externe. C'est une évolution classique selon vous ? Oui, c'est assez classique. Excusez-moi, parce qu'en fait, on se rend compte, et c'est ce qui est très intéressant dans votre témoignage, Monsieur de Cartier, c'est que cette complexité, elle arrive avec le temps. En fait, souvent, un entrepreneur, c'est un fondateur. Il est tout. Il est actionnaire, il est patron, il est président de conseil. Ça ne veut même rien dire à l'époque. Et puis, plus on avance, en fait, dans la continuité d'une entreprise familiale, plus le rôle entrepreneurial va shifter vers un rôle d'actionnaire. Et en fait, on passe d'un membre familial entrepreneur à un membre familial actionnaire propriétaire. Et là, alors, c'est vraiment très important de faire attention parce qu'il faut essayer de garder une vision, comme vous l'avez dit, il faut rester impliqué, mais ça ne sert à rien d'être nécessairement aux commandes des manettes quotidiennement. Et en fait, cette question de CEO familial ou non va dépendre principalement de 2 critères, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi les 2 critères ?
Donc les deux critères principaux, c'est plutôt la taille de l'entreprise, la complexité de l'entreprise, et puis la deuxième, c'est la concentration de l'actionnariat. Plus vous avez une petite entreprise avec un actionnariat concentré, exemple l'exploitation agricole que vous avez aujourd'hui, plus il est intéressant d'avoir un CEO familial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il incarne la famille, il incarne la vision, il est où ils sont nés dedans, les valeurs tacites ou les compétences tacites prennent le dessus. Quand on a en fait une entreprise comme Etex qui se complexifie réellement en termes de complexité business, on va vraiment avoir besoin d'un profil très compétent. Ça pose déjà un problème parce qu'on n'a pas toujours un profil aussi compétent dans l'entreprise familiale ou au niveau des membres de la famille. Puis deuxième chose, quand on a un actionnariat qui se disperse, on a un peu des rivalités entre branches, des différences de compréhension de qui serait le bon membre familial pour prendre le rôle. Et donc, il faut être un peu prudent. Et là, alors, il est plus facile finalement de déléguer ce rôle à un externe parce que la balance entre positif et négatif n'est plus vraiment du côté de ce qui est positif. Monsieur de Cartier, quels sont, quand on regarde maintenant le profil de ces CEO, les avantages justement d'avoir un CEO externe sur base de votre expérience ? Mais je pense qu'il y a plusieurs avantages. D'abord, le premier avantage, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, Raphaël, on n'a pas toujours les compétences au sein de la famille. Et quand on a une grande entreprise, il faut savoir qu'être CEO, ça demande énormément d'expertise, énormément d'énergie. C'est du sport de haut niveau. Donc, je pense qu'évidemment, il y a beaucoup plus de candidats à l'extérieur de la famille qu'à l'intérieur de la famille. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que quand on engage un CEO, on l'engage souvent pour une période d'une dizaine d'années, puisque la société évolue, on a parfois besoin de profils plus financiers, puis après on a peut-être un profil plus opérationnel, donc on peut changer beaucoup plus facilement. Quand on doit changer un CEO familial, c'est toujours très compliqué, parce que la personne ne veut pas quitter, parce qu'il y a des tensions au sein de la famille, et donc c'est très important de pouvoir faire son choix comme conseil d'administration, de pouvoir changer au bon moment de profil de CEO. Et puis je pense que pour la famille, c'est aussi un avantage. Je pense que ça garde plus cette unité familiale, puisque sinon on dit oui, mais enfin pourquoi lui et pas moi, et moi j'ai autant de compétences, et pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas l'être? Donc moi j'y vois beaucoup d'avantages, et je dois dire que il y a bien longtemps, quand j'étais plus jeune, c'est vrai quand on dit tu ne seras jamais dirigeant, tu ne pourras jamais travailler dans la société, ça donne parfois un peu une petite impression négative, un petit arrière-goût, mais vu par après, je pense que c'était une excellente décision de la génération avant la mienne, et il faut, je pense, l'exécuter, je dirais confirmer cette vision stratégique. Oui. Alors, Jean-Louis Cartier, on voit effectivement que c'est important d'avoir des garde-fous, vu les risques notamment évoqués. En même temps, des deux côtés, on comprend qu'il ne faut pas non plus frustrer un talent familial qui serait là. Souvent, quand on a des questions comme ça, de décisions spécifiques à prendre dans un groupe, on parle process, procédure. Vous avez dû mettre en place ces procédures et vous avez vous-même dû, entre guillemets, mais enfin réellement aussi, mettre la main à la pâte en reprenant les rênes d'une entreprise en pleine crise. Vous pouvez un petit peu nous illustrer ça avec l'exemple que vous avez vécu ? Oui, donc moi j'ai vécu, nous avons vécu comme famille 2 exemples. Un premier exemple, c'était Brepols, donc la société familiale du côté de mon père, 7e génération, où effectivement à un certain moment, la situation était dramatique pour de multiples raisons. Et là, mon frère Émile et moi-même, on a décidé de reprendre les rênes de l'entreprise qui était en fait au bord de la faillite, qui était virtuellement en faillite. Et là, effectivement, nous avons fait ça parce qu'il y avait peu de gens intéressés à le faire, il y avait peu de managers prêts à reprendre ce défi, donc on l'a fait pendant un certain nombre d'années. Ça nous a pris énormément d'énergie, énormément de temps, blood, sweat and tears, comme on dit. Et puis, après quelques années, tout doucement, l'entreprise s'est remise et à un certain moment, on a décidé, mon frère et moi, de retourner vers ce modèle. Donc, on
a nommé un CEO, on a nommé des personnes au niveau du management, mais nous sommes restés évidemment des membres très actifs du conseil d'administration jusqu'à peu, puisque mon frère a pris sa retraite maintenant et moi je vais la prendre dans quelques années. Et donc ça a été un moment très dur. Et puis il y a eu un deuxième moment, c'est chez Cartamundi, où le CEO, qui était un CEO brillant, Chris van Doorselaar, qui a vraiment énormément contribué à la croissance de la société, a disparu du jour au lendemain, est décédé. Et donc, notre associé et moi-même, Frédéric de Zomer et moi-même, ont dû reprendre du jour au lendemain la gestion, puisque le CEO disparaissait. Ça a été une période ici extrêmement intense, où nous avons dû gérer l'entreprise, où nous avons dû chercher un nouvel administrateur délégué, ou CEO. Et donc, oui, ça a été intense. Mais l'avantage, évidemment, c'est que autant chez Brepols que chez Cartamundi, ça nous a permis, Émile, Frédéric et moi, de faire un deep dive dans la société et de vraiment bien comprendre tous les rouages, vraiment bien comprendre le fonctionnement, ce qui nous a énormément aidé, je dirais, dans notre job d'administrateur responsable et structurant pour la société. Intéressant, parce que ça illustre exactement ce que vous veniez de dire, Raphaël, en expliquant un moment où la famille, elle, va se dévouer là où d'autres ne voulaient pas venir, comme on l'a vu dans cette société. Et puis, dans un deuxième temps, un moment inopiné, il faut aussi pouvoir jumper là, et puis on revient dans un deuxième temps à quand même reprendre quelqu'un d'externe. C'est fréquent, en fait, Raphaël, ce retour du CEO familial en cas de crise? Oui, alors c'est assez fréquent, et je pense que ça fait tout à fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est mettre des structures en place. Pour faire écho à une autre façon de le voir, c'est setting the frame, it's not setting it in the stone. Donc il faut aussi à un moment pouvoir adapter et réagir en cas de crise. C'est très chouette de le faire en tant que famille. Ça permet de rassurer les équipes et d'assurer la continuité, mais il faut bien que ce soit transitoire. Et c'est toujours le risque, c'est que parfois on a certains membres de la famille qui ont été sortis par la porte et qui rentrent par la fenêtre. Donc il faut faire attention à ça. C'est très positif tant que ça reste transitoire. Alors justement, ils sont sortis par la porte. Il y a des décisions à prendre dans ces moments parfois de crise. Vous avez évoqué plusieurs fois un mot, Jean-Yves Cartier, c'est celui de actionnaire responsable. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça ? Oui, je pense qu'un actionnaire doit être responsable par définition. Alors, ça veut dire quoi être responsable ? Et c'est évidemment quelque chose d'assez délicat. Il faut bien connaître sa société, il faut bien connaître les rouages, il faut bien connaître les gens. Donc, il faut s'impliquer, mais tout en restant non exécutif. Et ça, cette balance entre cet aspect de connaissance profonde et le non exécutif, c'est quelque chose qu'on apprend du jour, tous les jours, et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, où il faut être conscient soi-même, où il faut vraiment se dire, ben voilà, là je vais trop loin, là je voudrais aller un peu plus loin, donc c'est quelque chose de très délicat, c'est quelque chose qui demande un petit temps d'apprentissage, et chaque personne doit évidemment remplir cette mission un peu à sa façon, mais c'est pas facile. Alors, Raphaël, pour conclure, quand on vous dit actionnaire responsable, en 10 secondes, la réponse de l'académique que vous êtes, pour le résumer. Se former d'abord et rester informé. Parce que c'est pas parce qu'on a une première formation qu'on est parfait pour la suite. Donc je dirais se former, rester informé. Merci Raphaël, merci Monsieur Descartier. C'était assez clair effectivement de voir cette finalement complémentarité et aussi parfois cette suite entre l'actionnaire et CEO, et puis l'actionnaire qui confie à un CEO externe. On voit les nuances, le sujet est complexe, mais en tout cas, il méritait réflexion. Ce qu'on retient aussi comme mot-clé, c'est la notion d'actionnaire responsable. C'est toujours ce qu'on voit, en tout cas, quand on parle d'entreprise familiale qui voit beaucoup plus sur le long terme. On se retrouve dans quelques instants avec la parole des experts. Vous méritez plus de Banque Van Breda. Bienvenue dans Parole d'experts avec la Banque Van Breda. On a le plaisir de recevoir Patricia Debèche. Patricia, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous de comment finalement optimaliser
son portefeuille diversifié. Alors, on va peut-être aller mot par mot. On entend souvent cette notion justement de portefeuille diversifié. On dit que c'est la clé pour investir. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement un portefeuille diversifié, Patricia? J'utiliserai une image de nos grands-mères, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Eh bien, c'est un petit peu ça. Le portefeuille diversifié va vouloir se diriger vers différents types de secteurs, différents types de partenaires, différents types de produits, différents types d'échéances, d'accord? Cela va limiter les risques, ça va ouvrir des opportunités de placement. Concrètement, un exemple, si un des éléments de votre portefeuille se porte mal, eh bien les autres seront là pour compenser. C'est donc un genre d'amortisseur et d'assurance au niveau de vos placements. J'aime bien l'image de la grand-mère, en tout cas, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, on a compris cette diversité, comment on peut la composer, mais concrètement, comment je fais en fait quand je veux commencer à composer mon portefeuille? Parce que je dois bien commencer quelque part. Absolument. Et là, je dirais qu'il faut simplement, de manière intuitive, se poser les bonnes questions. Et bien évidemment, la Banque Van Breda est là pour vous aider à vous les poser. Mais donc, la première, c'est définir un objectif clair. Est-ce que c'est pour vous constituer un patrimoine dont vous allez avoir besoin plus tard? Est-ce que c'est pour aider les enfants? Est-ce que c'est pour financer un projet qui vous tient à cœur? Voilà, tout est différent. Les horizons de placement aussi. Est-ce que cet argent, je vais en avoir besoin tout de suite ou est-ce que je peux me permettre de le placer sur une certaine durée? Il faudra tenir compte aussi de votre profil de risque. Est-ce que j'accepte une diminution de mes avoirs, même temporairement? Et de moins dormir dans certaines périodes. Voilà, absolument. Et de nouveau, peu importe la réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il faut juste s'y adapter. Et effectivement, sur base de tout ça, établir ma stratégie de placement. D'accord ? Et après, je dis que presque spontanément, la sélection des produits ou des types de placements viendra tout seul. Oui, c'est assez clair, hein. Comme vous dites, on a mon objectif, pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'attends, etc. Mes horizons de placement, donc la durée, et puis ensuite mon profil de risque, et le tout me permet d'avoir une stratégie. Une fois que j'ai ça, que j'ai cette stratégie, quelles sont les composantes d'un portefeuille diversifié alors? On va également se référer à une forme de logique, d'accord ? Toute simple. Il faut une réserve de liquidité dont on n'attend rien à part d'être là et disponible. Au cas où j'ai un besoin. La machine à laver tombe toujours en panne en même temps que la voiture, c'est bien connu. Donc voilà, il faut pouvoir contrer cet aspect d'inconfort. Et puis vous allez avoir des placements plutôt axés protection. C'est la base de votre pyramide de placement. Il n'y en aura pas un énorme rendement, mais la sécurité sera là. D'accord ? Vous aurez de la visibilité là-dessus. Et ensuite, vous aurez une partie de placement axée sur le rendement, c'est-à-dire avec un objectif de rendement sur le long terme, mais aussi avec une possibilité de volatilité sur le court terme. Et la proportion entre ces trois éléments clés, liquidité, protection, rendement, elle n'est pas figée dans la pierre, elle va pouvoir effectivement se redistribuer pour correspondre exactement à vos besoins. Par contre, il y a une grande vérité qu'il faut bien admettre, même si on n'en a pas toujours envie, c'est que le produit miracle, il n'existe pas. Aucune approche ne peut, aucun produit seul ne peut combiner les trois. Sécurité, rendement, liquidité. Et donc, quels sont les avantages alors d'un portefeuille bien diversifié ? Alors, les avantages d'un portefeuille bien diversifié, c'est effectivement... moins de stress ? Avoir fondamentalement, surtout aussi, une bonne visibilité sur ce que vous avez. D'accord ? Savoir ce que vous avez, pourquoi vous l'avez et surtout pourquoi c'est bon pour vous. À partir de ce moment-là, vous êtes beaucoup plus serein, il y a moins de stress, vous savez que vous pouvez avoir un rendement régulier, quand sont vos échéances pour éventuellement les réinvestir dans autre chose. Et puis c'est fondamentalement aussi pour vous un gain de temps, puisque vous savez que c'est géré par votre partenaire financier et que vous pouvez vous concentrer sur ce qui est votre métier, a priori dirigeant d'entreprise ou en tout cas élément du secteur économique. Ça, c'est quand on a trouvé le bon équilibre. Maintenant, faut-il intégrer aussi ces valeurs personnelles dans ces placements? C'est un sujet qu'on se demande souvent, ça. Alors, un bon portefeuille, c'est aussi une question de ressenti, d'accord ? Donc, c'est celui qui vous permet d'être à l'aise et de dormir sur vos deux oreilles.
D'accord ? Ensuite, inclure les valeurs personnelles, bien sûr. Ça peut être dans le choix des options, des partenaires, mais aussi en termes de valeurs. Et c'est vrai que chez Van Breda, on accorde beaucoup d'importance à ça et d'essayer d'intégrer ce qu'on appelle maintenant l'ESG, c'est-à-dire des éléments environnementaux, de société et de bonne gouvernance. D'accord ? Donc, il y a moyen, à l'heure d'aujourd'hui, d'opter pour des placements qui vont en ce sens. En tout cas, ce qu'on retient, Patricia, c'est qu'effectivement, on parle de diversification et donc la bonne image, c'est ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour un autre épisode des Pros de l'éco. Vous méritez plus de Banque Van Breda.